Vous avez forcément déjà vu cette image de Leonardo DiCaprio qui porte un toast. C'est une photo qui vient du film Gatsby le Magnifique, une adaptation qui a été faite en 2013 de ce livre ici. Alors vous aurez peut-être la curiosité de lire ce livre avant de regarder la vidéo, ou bien vous vous en foutez, comme dirait le joueur du grenier. En tout cas, si vous avez lu le livre ou vu le film, c'est une vidéo qui vous intéressera puisque je vais faire l'analyse de l'un et l'autre. Je raconterai l'histoire du livre, mais à ma façon, en ajoutant mes propres détails, pas un résumé Wikipédia. Je ferai une analyse du personnage de Daisy en particulier, qui me paraît vraiment intéressant par rapport à la dimension, on va dire, sociale du livre et de la relation romantique qu'elle entretient avec Gatsby. Et évidemment, je parlerai du film et des différences qui existent entre les scènes du film et celles du livre, et notamment là, en particulier, la différence de traitement du personnage de Nick Carraway, qui est le narrateur du livre. J'ai pas seulement eu envie de lire ce livre parce que je voulais savoir d'où provenait ce mème. En fait, j'ai lu L'Attrape-Cœur il y a pas longtemps, que j'ai chroniqué sur la chaîne. Et il y a un moment où le personnage, Holden Caulfield, dit que oui, Gatsby c'est un pote et tout ça, et qu'il a beaucoup aimé ce roman. Et j'ai aussi lu que de son vivant, Salinger avait déclaré que Scott Fitzgerald était l'un de ses écrivains préférés. Du coup, ça a attisé ma curiosité sur ce livre, et quand je me suis rendu compte qu'il y avait à la fois un très bon livre et un très bon film en perspective, je me suis dit que c'était une occasion de relancer mon petit concept entre guillemets dans le texte, c'est-à-dire ces vidéos où je parle à la fois d'un film et d'un livre, comme je l'avais fait avec Dexter, la série Dexter. Scott Fitzgerald, du coup, qui c'est? Eh bien, c'est un écrivain qui était au départ d'origine modeste et qui, un peu comme Gatsby, s'est frotté à des milieux sociaux plus élevés et évidemment qui est devenu un écrivain réputé. Bon, de son vivant, il a très bien vécu de sa plume. Cela dit, il n'a pas pour autant connu une gloire aussi forte qu'aujourd'hui. Son roman Gatsby en particulier, qui est sorti en 1925, a fait un flop à sa sortie. En fait, il s'est fait découvrir, lui, Scott Fitzgerald, avec son roman publié en 1920, L'Envers du paradis. Ensuite, il faut savoir qu'il a publié sous forme de nouvelle Benjamin Button, qui est devenu aussi un film vraiment connu. Et comme je vous le disais, en avril 1925, ensuite, il y a déjà 100 ans, je me suis même pas rendu compte que c'était le centenaire de ce bouquin en faisant la vidéo, je vous avoue. Il a publié Gatsby le Magnifique, qui racontait, on va dire, les années folles d'après Première Guerre mondiale, et dans lequel, on va dire, Nick Carraway et le personnage de Gatsby sont censés incarner le jeune homme qui réalise le rêve américain. Comme je me suis aperçu que ça faisait l'objet d'une sorte de débat interne au fil de mes vidéos, je précise d'emblée que la traduction date de 2012, c'est une traduction de Philippe Jaworski. J'ai vu un internaute et plusieurs internautes qui disaient qu'il traduisait assez bien les métaphores de Fitzgerald en particulier, qui sont vraiment le point fort ou le point particulier de son écriture. Je vais y revenir dans un second temps, mais pour commencer, je vais vous raconter l'histoire du livre. Dans cette partie de la vidéo, je vais accentuer un petit peu le focus sur le personnage de Nick Carraway et ses origines sociales, puisque j'y reviendrai plus après. Scott Fitzgerald situe son histoire dans une époque parallèle à celle de ses contemporains, puisque son histoire se déroule en 1922. Elle raconte l'histoire de Nick Carraway de son propre point de vue, c'est lui qui écrit son texte. Nick Carraway, c'est qui? C'est un fils de bonne famille, une famille qui a une bonne réputation, beaucoup d'argent aussi, et qui est lassé du Middle West et qui veut s'installer dans l'Est, c'est-à-dire en fait à New York, où il va exercer le métier de courtier. Plus exactement, il habite sur une île qui enserre par deux côtés la baie de Long Island, à l'est encore de New York. Ces deux parties de l'île sont appelées East Egg et West Egg, et elles sont décrites comme des œufs gigantesques de forme identique et séparées par une baie privée. Donc au milieu, vous avez cette partie de l'océan qui forme une espèce de baie privée. Et vous avez ces deux espèces de grands quartiers qui s'affrontent du regard quasiment, de chaque côté de l'île. En fait, en donnant ces noms aux deux parties de l'île, Scott Fitzgerald s'est amusé à faire une allusion au vrai village de West Hampton et East Hampton, qui à Long Island existent dans la réalité, mais qui sont sur le même rivage, j'ai l'impression. Parce qu'à l'époque, en fait, les Américains, ils mangeaient quoi le matin? Ils mangeaient du jambon et des œufs. Et donc, il y a une sorte de petite blague ici, puisqu'il a remplacé le jambon par des œufs, en remplaçant ham par eggs. Ça, je le dis en racontant l'histoire, puisque c'est l'une des petites preuves que Fitzgerald s'amuse à créer une réalité alternative dans ce roman.
Mais je reviendrai plus sur ce genre de détails par la suite. Ce qui est important de savoir en tout cas, c'est que ce personnage habite à West Egg, qui est la partie de l'île où arrivent en quelque sorte les gens qui sont vus comme des parvenus, les nouveaux riches, les investisseurs, ceux qui participent à la nouvelle économie, tandis qu'à East Egg vivent les gens qui ont une bonne famille, une réputation, un héritage. En fait, une grosse partie d'entre eux sont des rentiers dont les parents et les ancêtres ont vécu de l'économie réelle, si vous voulez. Il habite à cet endroit-là, Nick Carraway, et il habite à côté d'une gigantesque demeure dont il ignore qui est le propriétaire et chez qui il y a des fêtes luxueuses. Au début du livre, il ne connaît personne, alors il va rendre visite à sa cousine, je crois au second degré, qui s'appelle Daisy Buchanan, donc son mari c'est Tom Buchanan. Cet homme-là, il l'a connu pendant ses études. Il est joueur de polo, il est héritier comme quasiment tous les autres. En tout cas, c'est l'impression qu'on donne dans le livre. On ne sait pas trop de quoi il vit, mais il vit honnêtement de ses rentes. Lors du repas, on s'aperçoit que c'est quelqu'un d'extrêmement raciste, misogyne, qui trompe sa femme, même puisque sa maîtresse l'appelle pendant le déjeuner. Ce jour-là, il y a une autre personne qui est présente encore. C'est une joueur de golf professionnelle qui s'appelle Jordan Baker. C'est un peu la rencontre que fait ce jour-là Nick Carraway. Et je ne veux pas dire qu'il s'en amourache, mais c'est une relation potentielle, c'est une relation de circonstance. C'est une possibilité de relation pour lui, de relation amoureuse. Au cours du repas, Jordan Baker lui demande « Tiens, mais en fait, vous habiteriez pas près de chez ce Gatsby ?» Mais leur parole est coupée par justement l'événement du coup de fil. Et donc c'est remis à plus tard, cette discussion autour de Gatsby. Mais en tout cas, il sait qu'il est connu. Le lendemain, Tom tient absolument à faire rencontrer à Nick sa maîtresse. Donc il l'emmène par le rail de chemin de fer qui passe par cette drôle d'espèce de vallée de cendres où il passe à chaque fois aussi pour aller au travail qui se situe entre New York et Long Island. C'est assez rigolo puisque c'est un espace où vous avez un grand panneau publicitaire avec des lunettes. En fait, c'est simplement le vestige laissé là par un opticien, une vieille publicité laissée par un opticien. Mais donc vous avez des débris de l'ancien monde d'une certaine façon et un nouveau monde qui se construit, et puisqu'il y a plein de poussière partout, il y a un vieux garage, mais on sent que c'est un monde en pleine transformation et on peut voir ça un petit peu comme une sorte de purgatoire entre l'enfer de ce qui aurait été le passé et puis le paradis promis par le nouveau New York, le pouvoir de la finance, le rêve américain, le luxe. Bref, sur cette route et à cet endroit précis, il y a justement le garage de Monsieur Wilson qui est le mari de la maîtresse de Tom Buchanan. Elle grimpe dans le train, ils vont ensemble à New York. On s'attend à tout, sauf à ce qui se passe finalement, puisque l'après-midi est assez calme. Et il lui achète un petit chien, sa maîtresse. Ensuite, ils se rendent dans un appartement, bon, j'allais dire un petit appartement, mais un appartement assez exigu avec plusieurs pièces, où ensuite ils invitent des gens par téléphone à venir discuter en fait. Ils passent leur temps à tailler la bavette autour des problèmes du mariage et de photographie, puisque l'un des invités est photographe. Il se passe quasiment rien. Nick Carraway s'emmerde, il aimerait être ailleurs. Et ça finit par une tarte dans la figure pour la maîtresse de Tom Buchanan, puisqu'elle lui demande mais pourquoi j'aurais pas le droit de dire le nom de Daisy. Daisy, elle se prend une énorme baffe dans la tête. Et là-dessus, tout se termine. Bon. Ce jour-là, Nick Carraway prend la plus grande cuite de sa vie. Il se réveille finalement, je crois, à la gare la plus proche. Et bref, il rentre chez lui. Peu de temps après, il reçoit une invitation en personne de Gatsby, justement, qui l'invite à l'une de ses réceptions. Évidemment, il y va, et il voit tout le monde sauf Gatsby, puisqu'il y a un monde fou. C'est vraiment quelqu'un dont on a l'impression qu'il possède tout, et chez qui tout le monde va, y compris les plus grandes actrices, les réalisateurs, les plus grands artistes. Et d'ailleurs, bon, moi, ça m'a un petit peu amusé, parce que ça m'a rappelé l'un de mes romans où j'ai créé un personnage qui possède absolument tout, donc ça m'a un peu fait sourire, cette espèce de personnage de prince, entre guillemets, et ça, je vais revenir sur ce faux statut de prince par rapport à Gatsby. Mais Nick Carraway se remet à boire, un peu mal à l'aise. C'est pas totalement le mec niais et perdu qu'on peut voir dans le film, mais il est quand même un peu mal à l'aise puisqu'il est nouvellement initié à la grosse richesse et à cet environnement-là où il connaît personne. Par chance, il croise les yeux de Jordan Baker, avec qui il va évidemment passer la soirée. Là-dessus, il finit par croiser Gatsby et c'est ce qui donne cette fameuse scène où dans le film, c'est très bien rendu puisqu'on nous cache le visage de Leonardo DiCaprio.
Ici, c'est très indirect aussi, puisqu'il parle à cette personne qui lui dit: «Mais tiens, oui, vous avez aussi été dans tel régiment et cetera, vous avez fait la Grande Guerre aussi et tout ça». Et pour une fois, il s'amuse enfin dans la soirée et il se dit: «Mais cet homme-là, en plus, il a un sourire, extraordinaire, on a vraiment l'impression d'être le seul à exister pour lui quand il nous parle». Et en fait, bon, c'est le moment du toast dans le film de Gatsby. Puisqu'en fait, dans le livre, Nick Carraway lui dit: ben, en fait, moi je suis le voisin et j'ai toujours pas vu ce fameux Gatsby dont tout le monde parle. Et Gatsby lui dit: bon, ben en fait, c'est moi. Là-dessus, la soirée continue, ça devient un petit peu pathétique, un peu triste, comme la plupart des soirées en réalité de Gatsby. Et moi, j'allais dire la plupart des soirées tout court. Mais bref. Et là-dessus, Gatsby finit par convoquer Jordan Baker. Enfin, convoquer, c'est un mot un peu sérieux, mais là, on se demande un peu si elle est son centre d'intérêt principal. Mais la soirée se termine, il y a quelqu'un qui fait un accident en voiture, c'est une ambiance un peu bizarroïde, un peu flottante. Le lendemain, ou peu de temps après, Gatsby l'invite à déjeuner. Là, Gatsby fait la rencontre d'un type un peu bizarre, Monsieur Wolfsheim, qui est un homme d'affaires. On comprend qu'avec lui, Gatsby fait des affaires un peu douteuses. Au bout d'un moment, ils s'aperçoivent que Tom traîne dans le coin, alors Nick Carraway veut présenter Tom et Gatsby, mais Gatsby se barre. En fait, le projet de ce petit déjeuner avec Gatsby, c'était d'approcher Daisy, puisque Gatsby invite Nick à déjeuner avec Jordan Baker, et elle lui apprend lors du déjeuner que son but à Gatsby, c'est par l'entremise de Gatsby de pouvoir revoir Daisy. Elle lui explique toute l'histoire, que Gatsby a connu Daisy en tant qu'officier et qu'il est tombé amoureux d'elle à cette période-là, il y a 5 ans, et qu'il a dû partir à la guerre, et qu'elle, dans l'intermède, elle s'est mariée avec Tom Buchanan, et qu'il n'a jamais rêvé d'autre chose que de revoir en fait cette fille-là. Gatsby organise ce déjeuner, il donne rendez-vous à Daisy et à Gatsby à la même heure chez lui pour qu'ils puissent se rencontrer à nouveau. Je vous passe les détails, si vous avez vu le film, c'est exactement la même chose. En tout cas, ils retombent amoureux l'un de l'autre. Elle profite du moment d'être là, à cet endroit-là, ce jour-là, pour aller visiter la maison de Gatsby avec lui. Alors, elle lui présente tout le faste de sa maison, les pièces. Nick est tout surpris de voir cette maison vide et il se rend compte qu'il a créé tout ça pour elle, en fait, pour lui plaire, pour la faire rêver, etc. Et pour se montrer digne du statut qu'il n'avait pas à l'époque où il était officier et où il ne pouvait pas séduire et marier une fille bien née comme Daisy, en fait. Là-dessus, le livre nous dit pas grand-chose, mais Gatsby nous apprend par la suite qu'ils se sont revus, qu'ils ont vécu plusieurs après-midi ensemble. Tom Buchanan et Daisy sont même invités à une même soirée, façon un petit peu de rendre les choses plus correctes auprès du mari, faire comme s'il avait rien à cacher, pour dissimuler un petit peu ses réelles intentions ou essayer de calmer le jeu. Il n'en reste pas moins que Tom est assez jaloux et comme dans le film aussi, il est un peu déçu d'être présenté à tout le monde comme un joueur de polo, c'est assez marrant. Il n'y a pas de grands baisers et tout ça dans le jardin, contrairement au film. Mais en tout cas, la soirée a déplu à Daisy et Gatsby l'a bien vu. Suite à ça, il n'y a plus aucune soirée dans le château, comme on pourrait dire, de Gatsby. Il licencie tous ses domestiques. Il en prend de nouveaux, qui sont des hommes de Wolfsheim, pour être sûr qu'ils n'aillent pas colporter des rumeurs en ville à son sujet, au sujet de Daisy, parce qu'il la voit régulièrement dans l'après-midi. Et au final, tous les deux, ils n'en peuvent plus de cette situation, ils n'en peuvent plus de l'intensité de leurs sentiments. Ils se disent, bon, il faut maintenant qu'on confronte son mari, Daisy, Tom Buchanan, et qu'on lui dise que c'est terminé, en fait, qu'elle préfère Gatsby et qu'elle va se marier avec lui. Il y a un déjeuner qui est convenu à nouveau. Il fait extrêmement chaud, le climat est extrêmement tendu. Bien évidemment, Gatsby n'ose rien dire du tout. Et Daisy, à un moment donné, elle profite que Tom ait le dos tourné pour embrasser Gatsby devant tout le monde et lui dire qu'elle l'aime. Et elle va se rasseoir, bien entendu, avant que son mari ne revienne. Mais elle a parlé un petit peu fort du goût de Nick Carraway, qui se demande un petit peu si Tom n'aurait pas entendu. Et quand Tom revient, il est furieux et il a compris ce qui liait ces deux êtres. D'autant plus que Gatsby a fait exprès d'installer sa propriété sur la partie qui se retrouve en face de l'île. Et il explique bien qu'il voit cette petite lumière verte tous les soirs. Et tous les éléments sont là pour que les pièces se remettent dans l'ordre dans l'esprit de Tom Buchanan.
Comme dans le film, ils vont partir en ville pour soi-disant se changer les idées et boire un coup dans un hôtel très luxueux, d'ailleurs dans lequel à l'étage du dessous il y a un mariage, donc ce qui donne une ambiance très étrange entre une énorme chaleur, ce mariage et un climat coupé au couteau entre eux. La tension monte, et vous avez Gatsby qui envoie la figure de Tom au bout d'un moment que Daisy n'aurait jamais aimé que lui-même et qu'elle serait venue avec Tom uniquement parce qu'il était trop pauvre à ce moment-là. Et vous avez Tom d'un autre côté qui révèle ce que lui a dévoilé sa petite enquête, à savoir que Gatsby a fait fortune à travers tout un tas d'activités illicites. Il y avait une grande période de prohibition à l'époque qui a duré un bon moment, et lui il profitait de ça pour se faire de l'argent, Gatsby. Il ouvrait des drugstores dans lesquels il vendait en sous-main de l'alcool. Et bon, il y a d'autres histoires pour lesquelles un ami de Tom aussi s'est retrouvé en prison. La tension monte, et Gatsby, devant la révélation de tout ça, devant Daisy, a une expression vraiment d'assassin. Nick Carraway explique qu'on a l'impression qu'il avait déjà tué un homme dans sa vie. Tout ça, ça suffit à ce que Daisy en ait vraiment marre et dise bon, maintenant on s'en va d'ici et tout ça. En gros, c'est elle qui est plus ou moins l'instigatrice de leur départ. Tom dit bon, puisque maintenant, de toute façon, tout ça s'est terminé entre vous, il a bien compris que Daisy n'allait pas rester avec un homme comme Gatsby. Il dit bon, bah allez dans la voiture de Gatsby, et nous on va aller dans la nôtre avec Nick Carraway et Jordan Baker. Ils partent à toute vitesse tous pour retourner chez eux. Manque de chance, pendant le trajet retour, il tombe sur la femme du garagiste qui sort d'une dispute avec son mari et qui s'enfuit en courant. Il la heurte de plein fouet, elle meurt sur le coup et il s'enfuit en fait. Là-dessus, vous avez Tom Buchanan qui arrive après et qui ne peut que constater les dégâts, à savoir que son amante est morte. Bon, je vous passe les détails, mais par la suite, il se retrouve chez les Buchanan. Gatsby restant dehors discrètement pendant que Nick Carraway va se faire ramener chez lui en taxi, c'est-à-dire qu'il n'accompagne pas Jordan Baker à l'intérieur, qui se sent abandonné par lui à ce moment-là. Gatsby appelle Nick Carraway dans le jardin, il lui explique que c'est pas lui qui conduisait la voiture, mais que c'était Daisy, et qu'il est prêt à porter le chapeau et qu'il va surveiller toute la nuit si son mari ne va pas la frapper, Tom Buchanan, s'il va pas frapper Daisy, etc. Nick Carraway va voir pour s'informer un peu de la situation, il regarde un peu dans les environs, il s'aperçoit qu'ils sont tranquillement, enfin plus ou moins tranquillement en train de manger du poulet, en fait ils n'y touchent pas. Ils sont tous les deux mal, mais quand même soudés, et il a l'impression qu'ils cachent quelque chose. En fin de compte, Jordan va quitter Nick au prétexte qu'elle l'a abandonné. Wilson, le garagiste qui est mari de l'amante qui s'est fait renverser, va aller s'informer auprès de Tom de qui a tué Gatsby. Ça, on l'apprend dans la toute dernière scène du livre où Tom le révèle. Et il va aller tuer Gatsby avec son pistolet. Et à l'enterrement de Gatsby, malgré toute sa prodigalité, malgré tout ce qu'il a offert, il y a quasiment personne à son enterrement, même pas la personne qui séjournait chez lui, logé et nourri gratuitement, qui a juste réclamé des chaussures qu'il avait oubliées là. Et la seule personne qui vient à son enterrement, c'est son père, à Gatsby, qui en a été tenu informé par les journaux, puisque Gatsby a quand même une certaine réputation nationale. Il est très fier en fait que son fils ait pu en arriver là, il pense qu'il y est arrivé grâce à son seul mérite et de façon licite évidemment. Il est très fier de son fils et dit, vous savez, hein, ce Gatsby il aurait vraiment pu contribuer à la renaissance de ce pays d'une certaine façon. Évidemment, Nick Carraway laisse dire. Et un autre personnage qui apparaît aux funérailles, c'est un monsieur avec des grosses lunettes qui lui donne une apparence de hibou, qui pourrait bien être l'oculiste de la pub dont j'ai parlé au début, sur la colline de cendres, dont on se demande bien ce qu'il fait là, qui était juste présent dans une scène gag avec une bibliothèque. Gatsby se termine comme ça. Pour un rêve, pour une conquête amoureuse, il a tout donné, et finalement, non seulement pour un souci de sa propre sécurité, son amour, son obsession amoureuse même, on peut dire, qui a un côté quand même très malsain, lui échappe en fin de compte, mais finalement tout et tout le monde lui échappe, puisque même Wolfsheim, au prétexte de ne pas se mêler de ça et s'éloigner de ce genre de problème, ne vient même pas à l'enterrement de son, on pourrait dire, associé. Il y a un aspect de l'écriture de Scott Fitzgerald qui me paraît important à souligner, à remarquer, parce qu'on la retrouve retranscrit à travers tous les mouvements de caméra dans le film, les effets de transition. Je pense que c'est pour ça que le film a été monté de cette façon-là. C'est le côté vraiment renversant, vertigineux de ces métaphores, et le renversement des perspectives. Parfois, on croit qu'on parle d'un personnage, on parle d'un autre. Il y a des renversements comme ça très étonnants,
Et c'est, à mon avis, un trait vraiment typique de son écriture et qui parfois même tend même vers une forme de surréalisme. Je voudrais vous en citer plusieurs exemples qui se trouvent dans le livre. Le premier étant le moment où il retrouve Jordan à sa première soirée chez Gatsby en tant qu'invité officiel, entre guillemets, hein, tous les autres étant des piques-assiettes d'une certaine façon. Jordan me serra la main d'une façon impersonnelle, comme si elle me promettait ainsi de s'occuper de moi dans un instant, et prêta l'oreille à deux jeunes femmes vêtues de la même robe jaune qui s'étaient arrêtées au bas des marches. Bonsoir, s'écrièrent-elles ensemble. Dommage que vous n'ayez pas gagné. Elle parlait du tournoi de golf. Elle avait perdu en finale la semaine précédente. Vous ne me reconnaissez pas, dit l'une des filles en jaune, mais nous vous avons rencontré il y a environ un mois. Vous avez teint vos cheveux depuis, observa Jordan. Je sursautai, mais les deux filles s'étaient éloignées d'une allure nonchalante, et sa remarque eut pour seul destinataire la lune prématurément levée, sans doute sortie, comme le dîner, du panier d'un traiteur. Donc vous voyez, vous avez un inversement de la perspective au dernier moment qui évoque soit une forme d'ivresse ou une forme de folie, de mouvement en tout cas. Et on retrouve ça à d'autres endroits du livre, comme dans cet extrait où en imaginant un passant dans la rue, il se met tellement à sa place qu'il se retrouve quasiment dans la rue. Hein. Il écrit que notre rangée de fenêtres dorées devait offrir sa part de mystère humain aux passants qui s'arrêtaient un instant pour regarder dans l'obscurité grandissante, et j'étais aussi cet homme qui levait les yeux et s'interrogeait. J'étais dedans et dehors, fasciné et écœuré tout à la fois par l'inépuisable diversité de la vie. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve exactement dans le film où vous avez Tobey Maguire qui joue Nick Carraway qui se voit lui-même dans la rue. Donc c'est pas gratuit. À un autre moment, quand il rentre chez les Buchanan aussi après l'accident, il me semble, c'est pas la voiture qui s'approche de la maison, c'est la maison qui se rapproche puisqu'il a écrit que la maison des Buchanan vint à notre rencontre comme une ombre flottante. À un autre moment aussi, vous avez les deux, vous avez le changement de perspective et le côté surréaliste que je vais aborder dans quelques secondes, où vous avez cette phrase « L'éclat des lumières augmente à mesure que la Terre, dans une lente embardée, s'écarte du soleil. L'orchestre, à présent, joue une musique jeune cocktail et l'opéra des voix monte d'un ton. » Comme je vous disais, c'est vraiment la limite du surréalisme. On pense à la synesthésie qu'on peut trouver chez Boris Vian dans L'écume des jours en 1947, avec son piano cocktail qui jouait des mélodies qui au final engendrait une boisson qui était censée avoir un goût analogue à celui de la mélodie qui avait été jouée. On a aussi un autre exemple de métaphore surréaliste à la fin d'une soirée chez Gatsby, où une fille ivre chante au son d'un piano tout en pleurant, et donc ça donne « Les larmes coulaient le long de ses joues, non sans rencontrer d'obstacles, cependant, car lorsqu'elles entraient en contact avec le mascara qui perlait sur ses cils, elles prenaient une couleur d'encre et poursuivaient leur chemin en dessinant de lents ruisselets noirs. » Un plaisantin suggéra qu'elle chante plutôt la partition qui s'écrivait sur son visage. C'est une façon assez poétique de décrire le réel qu'on retrouve bien dans le film. Et il y a aussi une autre formule que je vous sors et après je vous en donne plus, mais c'est quand Jordan Baker appelle Nick Carraway à son bureau et il explique que d'ordinaire, sa voix m'apportait au bout du fil une bouffée de fraîcheur, comme si une touffe de gazon arrachée par un club à un terrain de golf était entrée par la fenêtre de mon bureau. Donc voilà, je vais pas toutes vous les faire, mais vous avez plein de métaphores étonnantes comme ça dans le livre, comme un chauffeur en livrée couleur de rouge-gorge, ce qui dénote un peu peut-être aussi de l'origine modeste de l'auteur qui avait quand même cette touche d'humour qui sortait vraiment des sentiers battus, l'audace qu'il s'autorisait à mettre dans son écrit. Et tout ça, ça montre bien que l'extravagance visuelle qu'on retrouve dans le film, elle vient pas de nulle part, elle est inspirée directement du livre. Et ça, c'est une preuve du respect du matériau d'origine. Même s'il y a des moments dans le livre où c'est un petit peu difficile à suivre. Je vous rassure, pour un classique qui commence un peu à se faire vieux, c'est très fluide, ça se lit facilement. C'est pas un livre qui est lourd, mais parfois on a un petit peu du mal à suivre ces mouvements de caméra aussi dans le livre. Avant de vous parler en détail du film, il y a un aspect particulier du livre que je voudrais aborder et détailler, c'est le personnage de Daisy et ce qu'il signifie par rapport à la dimension sociale du livre, qui est moins présente dans le film pour une raison assez simple, c'est que tout n'est pas sous-titré évidemment en temps réel, et notamment cette voix de Daisy qui charme son entourage et qui est en réalité une marque de son côté superficiel et versatile, qui fait d'elle, ce côté superficiel et versatile, un personnage pivot entre Gatsby, le magnifique, et Tom Buchanan, qui tous les deux l'aiment pour des raisons différentes en fait. Gatsby voit son côté poétique, romantique, exalté, et Tom Buchanan il voit son côté matérialiste, qui apprécie le confort et son besoin d'une certaine façon d'être cadré, qui correspond bien à sa propre vision du monde à lui. Et c'est ce qui est tragique dans l'histoire de Daisy, c'est qu'elle donne raison à Tom Buchanan d'ailleurs. Comme dans le film, du coup, il y a cette symétrie entre le personnage de Gatsby d'une part et de Tom d'autre part,
avec un Gatsby qui, on va dire, a un cœur pur mais un rapport corrompu à l'argent, et un Tom dont l'origine de la fortune est hors de tout reproche, hors de tout soupçon, mais dont le cœur est loin d'être pur comme on l'a vu, puisqu'il passe son temps à tromper Daisy avec toutes sortes de filles, et surtout et principalement la femme du garagiste, qui finit par mourir tragiquement. J'ai dit que Daisy était un personnage superficiel et versatile, et qu'elle avait besoin de sécurité, et c'est un truc qui passe particulièrement par sa voix, et c'est quelque chose qu'on remarque dès le début du livre, puisqu'en fait sa voix importe plus que ce qu'elle dit. La forme importe plus que le fond, pour le dire trivialement. Et elle est prête à dire un peu n'importe quoi pour se faire remarquer. Elle a un côté un peu sot en fait. Et ça on le voit dès qu'elle revoit Nick Carraway, son cousin, je le rappelle, puisqu'elle lui dit « Je suis si heureuse de te voir à ma table, Nick, tu me fais penser à une rose, oui, absolument, tu ne trouves pas ?» Et ensuite vous avez Nick Carraway qui dit, avec son côté très pragmatique en fait, « C'était faux, je ne ressemble à une rose ni de près ni de loin. » Elle improvisait, mais une chaleur troublante émanait d'elle comme si son cœur cherchait à s'exprimer, dissimulé dans l'un de ces mots qu'elle prononçait dans un souffle et qui vous faisait tressaillir d'émotion. Donc il a beau ne pas être un believer comme Gatsby et Tom, il est quand même perturbé par le charme qu'a cette voix et il cherche à en déterminer l'origine, la teneur, l'essence. Il comprend pas très bien quel est ce mystère en fait qui entoure Daisy, dont il dit qu'elle faisait avec les inflexions de sa voix 1000 tours de magie. Et en fait, c'est quelque chose qui lui est révélé au moment où, comme je vous l'expliquais, Daisy révèle son amour sous son propre toit. Ce qui fait dire à Nick Carraway, « La voix de Daisy manque de discrétion. C'est une voix... J'hésitais. Sa voix est pleine d'argent, dit-il soudain, c'est-à-dire Gatsby. C'était cela, précisément. Je ne l'avais jamais compris jusque-là. Une voix où l'on n'entend que l'argent. Là résidait le charme inépuisable de ses inflexions. Ce tintement, ce frémissement de cymbales. Dans la plus haute cour de son blanc palais, la fille du roi, la princesse d'or. » Et ici on voit un élément intéressant, c'est que cet élément de prestige et d'argent, sonnant et trébuchant, ça fonctionne bien pour Gatsby lui-même aussi, donc il n'est pas insensible à cet aspect social. Et ça j'y reviens dans un instant. Mais donc là on a vu l'aspect superficiel de Daisy, mais elle a aussi un aspect totalement versatile, contrairement à Gatsby, qui s'est fait un scénario à la Roméo et Juliette depuis très longtemps en fait, qui a fait tout un tas de choses pour elle et qui a voulu être à la hauteur du mensonge qu'il lui avait construit. Il l'a vue comme une princesse et il a voulu devenir un prince pour la séduire. Ça rejoint exactement ce qu'il dit à Tom dans la fameuse scène où ils se confrontent l'un et l'autre, où il lui dit « Elle ne vous a épousé que parce que j'étais pauvre et qu'elle en avait assez de m'attendre. Ça a été une terrible erreur, mais dans son cœur, elle n'a jamais aimé que moi. » Et tout le problème, c'est que, confrontée à son mari, elle se rend compte de son caprice vis-à-vis de Gatsby, leur petite amourette, puisque Nick Carraway écrit « Elle hésitait. Ses yeux se posèrent sur Jordan et moi comme si elle nous appelait à l'aide et comprenait enfin ce qu'elle faisait, et comme si elle n'avait jamais eu, à aucun moment, la moindre intention de faire quoi que ce fût. Mais c'était fait à présent, il était trop tard. » Et là, vous voyez toute la versatilité et même toute l'inconséquence de Daisy qui se rend même pas compte qu'au nom d'un sentiment puissant, elle est prête à briser son mariage. Et en fait, ce qui est terrible, comme j'ai déjà dit, c'est que son mari sait qu'elle n'a pas les pieds sur terre et qu'il va bien les lui remettre en fait. Et ça, c'est assez terrible pour elle. Et pour ce qui concerne Gatsby, il faut savoir que pendant qu'il nourrissait une relation épistolaire et qu'il pensait qu'elle allait l'attendre comme lui, à l'époque où il était officier, où il avait fait croire qu'il avait de l'argent à une situation et qu'il allait s'en construire une après coup, pendant ce temps-là, elle voyait des hommes en fait. Et ça, c'est ce qu'on apprend à un moment donné, où il est écrit « Quand vint la saison, Daisy recommença à évoluer dans cet univers crépusculaire. Elle eut bientôt de nouveau une demi-douzaine de rendez-vous chaque jour avec une demi-douzaine d'hommes. Et pendant tout ce temps, quelque chose en elle réclamait à grands cris une décision. Elle voulait que sa vie prît forme maintenant, tout de suite, et que cette décision fût l'œuvre d'une force, l'amour, l'argent, un impératif pratique, qui se trouverait à portée de main. Et cette force qui se trouvait à portée de main, l'amour, l'argent, un impératif pratique, elle allait tous se matérialiser dans la personne de Tom Buchanan, qui la veille de leur mariage allait lui offrir un collier estimé à 350 000 $. Et là, on voit qu'au moment où elle est partie pour se risquer avec un Gatsby dont les origines de la fortune ne sont pas claires, qui risque de se retrouver en prison, elle risque de perdre sa réputation, sa sécurité. Là, on voit le choix qu'elle fait, c'est pas le choix de l'amour, c'est pas le choix de la passion. Et surtout, elle se rend bien compte que si elle veut continuer de vivre cette vie de légèreté, d'irresponsabilité, où elle doit s'occuper de rien, elle doit rester avec son mari et dire qu'elle les a aimés tous les deux et que
Bon, Gatsby doit pas exagérer non plus, etc. Et en fait, elle est déjà sur la pente où elle va rester avec son mari. Donc on voit bien dans cette affaire que sous des convenances bourgeoises, Tom continue de mener sa vie adultère et elle peut continuer à faire un petit peu n'importe quoi et à ne pas s'encombrer ni de grandes idées ni de grands sentiments. Et ce que dit Nick Carraway à cet égard, c'est assez révélateur de son propre caractère à lui, mais aussi de leur dépravation morale, on pourrait dire, puisqu'il écrit « C'étaient tous deux, Tom et Daisy, des insouciants. Ils cassaient les choses et les êtres, puis allaient se mettre à l'abri de leur argent ou de leur prodigieuse insouciance, ou de ce qui les liait l'un à l'autre, et ils laissaient à d'autres le soin de nettoyer les saletés qu'ils avaient faites. » Donc tout ça c'est très bien, on pourrait se dire mais ça valorise pas mal Gatsby, bien qu'en plus ce soit un amoureux obsessionnel, avec l'aspect un peu pathologique qui est pas du tout traité et que je vois assez peu critiqué dans les interprétations et les analyses qui sont faites du livre. Mais il faut quand même pas oublier justement Gatsby, qui n'est pas attiré que par des émotions pures vers Daisy. Alors bien sûr c'est vrai, il est victime, on pourrait dire même de ce couple, mais en particulier de cette femme pour qui il est un divertissement. C'est une bourgeoise lasse qui a un manque de divertissement et de grande passion. Mais par ailleurs, ce qui fait son attrait pour Daisy, bien sûr, c'est l'aspect exceptionnel de leur rencontre, où lui, il est officier, il n'a pas beaucoup de temps pour la voir, ses moments doivent être exceptionnels, il doit être convaincant, entre guillemets, dans les instants où il la voit. Mais l'autre aspect, c'est que ce contexte aussi est incroyable et il n'aurait jamais dû la rencontrer, il n'aurait jamais pu la rencontrer dans d'autres circonstances que celles qui lui sont données. Et ça, c'est l'aspect rencontre d'une princesse, en fait, puisqu'elle est socialement inaccessible normalement. Et il veut conquérir la princesse. Et pour ça, comme j'ai déjà dit, il doit se faire prince, et il doit s'élever à la hauteur du mensonge magnifique qu'il a imaginé. Ce que tout ça, ça dit pas, c'est si ça aurait créé un meilleur couple qu'avec Tom, puisque toute l'énergie qu'on met dans une conquête ne dit pas forcément la qualité de la relation amoureuse qu'il y aura après, d'une part. Et puis d'autre part, bien sûr, si on fait une analyse strictement amoureuse du texte, on peut se demander si Tom Buchanan n'aime pas Daisy pour ce qu'elle est réellement, en fait, avec tous ses propres vices à lui et ses propres vices à elle, et si au final, il lui correspond pas plus à ses besoins, en étant tout à fait cynique. Et ça, c'est une question qu'on ne peut pas exclure. Toute cette situation, en tout cas, ça crée une très belle chimère pour Gatsby, ça crée un très beau roman, où vous avez ce personnage qui se fait construire une espèce de palais en face de celle qu'il aime, dont il voit sur un ponton une petite lumière verte clignoter qui représente son espoir et qui contemple tous les soirs au loin, comme une lumière à la fois quasiment à portée de bras. À un moment, on le voit tendre sa main, comme si cet amour était à portée de bras. Et il finit par être à portée de bras. Et là-dessus, vous avez Nick Carraway qui a un très bon passage, donc Scott Fitzgerald qui écrit un très beau passage où il écrit ça se passe le jour où Daisy est chez lui et depuis sa propre fenêtre, il regarde la lumière verte au loin, depuis un étage. Et alors il écrit sans cette brume, nous verrions votre maison de l'autre côté de la baie, dit Gatsby. Il y a toujours une lumière verte qui brûle la nuit à la pointe de votre jetée. Daisy, tout à coup, glissa son bras sous le sien. Mais il semblait absorbé par ce qu'il venait de dire. Peut-être avait-il compris que la signification prodigieuse de cette lumière venait de s'évanouir à jamais. Comparée à la distance considérable qu'il avait séparée de Daisy, la lumière lui avait semblé très proche de la jeune femme, proche à la toucher presque. Aussi proche qu'une étoile peut l'être de la lune. À présent, c'était de nouveau une lumière verte sur une jetée. Sa collection d'objets enchantés avait diminué d'une unité. Et c'est ce qui est malheureux, puisqu'on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui va diminuer finalement quand Daisy sera incarnée entre ses bras? Quelle aura va diminuer? L'aura de Daisy elle-même et l'amour qu'il éprouve pour Daisy, ou l'aura de cette petite lumière verte? Et finalement, l'aura de Daisy, malheureusement, ne diminue pas, parce que les espoirs de Gatsby sont trop forts, et c'est ce qu'admire Nick Carraway chez Gatsby, c'est que c'est comme un enfant qui n'a pas vu le crépuscule tomber, la nuit tomber, croit à une espèce de jour éternel, si vous voulez. Et c'est là qu'on retombe sur ce que je disais par rapport à côté cœur incorruptible de Gatsby, qui est quand même un élément qu'on peut valoriser chez ce personnage et qui est vraiment beau et pur, et qui se synthétise dans la dernière chose que lui dit Nick Carraway. Il lui dit « Ces gens sont des ordures. Vous valez mieux à vous seul que toute cette racaille réunie. » Je me suis toujours félicité de lui avoir dit cela. C'est le seul compliment que je lui ai jamais fait, car du début à la fin, il ne m'inspira que réprobation. D'abord, il m'a fait un signe de tête polie.
Puis son visage s'est illuminé de ce radieux sourire de compréhension, comme si, sur ce point, nous étions toujours, lui et moi, en état de communion extatique. Son superbe costume rose faisait une tache de couleur éclatante sur la blancheur des marches, et j'ai repensé au soir, 3 mois plus tôt, où j'étais venu pour la première fois dans sa demeure médiévale. Sur la pelouse et dans l'allée se pressait la foule de ceux qui croyaient avoir deviné la nature de sa corruption, et lui se tenait sur ce même escalier, dissimulant son rêve incorruptible, en leur faisant de la main un geste d'adieu. Comme quoi, je pense pas vous avoir dit trop de conneries, je pense vous avoir bien synthétisé la métaphore du livre, un peu une métaphore à la Dorian Gray, mais avec un aspect social et romantique. Maintenant, je vais enfin vous parler du film. Et j'ai eu une expérience assez étrange avec le film, puisque j'ai commencé par lire le début du livre jusqu'au moment où il vient de passer la soirée avec l'amante, etc., avant donc le déjeuner et la conversation avec Jordan Baker et le début de l'intrigue amoureuse, qui est un moment où le roman fait un tour à 180 degrés vers, j'allais dire un roman d'amour, c'est très cucu, mais vers une histoire d'amour en tout cas. C'est quand même très largement une histoire poétique d'amour. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est au moment où ce virage est terminé, vers l'intrigue amoureuse, que le film et le roman se ressemblent le plus. Et ça ressemble vraiment beaucoup, mais il y a quand même des différences dont je vais vous parler, notamment concernant le personnage de Nick Carraway. Mais la première chose qu'on remarque justement à propos de ce personnage de Nick Carraway en regardant le film, c'est qu'ici, il a l'air d'être interné quelque part. Il est soigné pour alcoolisme et dépression. C'est non seulement lui qui raconte, mais c'est lui qui écrit le film, j'allais dire, le roman du coup, qui signe à la fin, il écrit Gatsby, et puis il se dit non, non c'est pas suffisant, il faut écrire The Great Gatsby, il faut souligner la qualité de cette personne-là. Et donc, c'est la première chose qui étonne, c'est que c'est raconté comme une discussion avec un thérapeute qui ensuite l'encourage à écrire tous ses souvenirs. Et la deuxième chose qu'on remarque, c'est que si les années folles, les années 20, sont bien rendues d'un point de vue visuel, on retrouve les costumes d'époque, etc., du point de vue de la musique, c'est totalement anachronique. Vous avez des remixes de morceaux de pop, de rap, vous avez Crazy in Love, vous avez une ambiance générale un peu survitaminée que je comparerais à la chanson Lone Digger de Caravan Palace. C'est toujours un peu dans ce mood-là. Et bien que l'aspect esthétique soit respecté de cette époque, vous avez plein de mouvements de caméra et d'artifices qui rendent justement l'esthétique du film assez artificielle. Vous avez beaucoup d'effets de CGI, mélange d'effets réels et d'effets naturels, mais beaucoup quand même d'artifices, de mouvements de caméra, des transitions vraiment très improbables, comme je vous l'ai dit, qui retranscrivent le style de l'auteur, mais dans une version quand même survitaminée et excessive à mon avis. Ça me faisait vraiment penser à un film comme La La Land, vous voyez, alors que le climat du livre est plutôt parfois contemplatif, parfois mélancolique, en tout cas plus sage, plus calme. J'ai eu un peu peur, mais ça ne reste pas toujours comme ça. Évidemment, vous avez plein de différences mineures sur lesquelles je ne vais pas revenir entre le roman et le film. Par exemple, vous avez plusieurs scènes qui sont condensées en une seule, parfois des événements racontés qui sont retranscrits à l'écran, et ça c'est particulièrement le cas des après-midi entre Daisy et Gatsby, où là on voit à chaque fois Nick Carraway alias Tobey Maguire qui tient la chandelle d'ailleurs. Et puis vous avez aussi des digressions dans des conversations qui sont coupées, qui sont pas toujours inintéressantes dans le livre, mais ici, on gagne un peu de temps en coupant certaines digressions. Globalement, les scènes sont vraiment très similaires, surtout à partir du moment où Gatsby a déjeuné avec Jordan, comme j'ai déjà dit, mais il y a 3 scènes très différentes, à commencer par cet après-midi passé chez la maîtresse de Tom avec tout ce groupe d'amis là. Dans le film, on dirait vraiment, d'ailleurs c'est une orgie, les sous-entendus sexuels sont très clairs. Il me semble pas qu'il y ait de nudité, mais c'est très très clair ce vers quoi on s'oriente. Et ouais, c'est explicite. Et d'ailleurs, le personnage de Nick Carraway a l'air complètement asexué, non concerné. Il veut être partout, sauf à cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le clin d'œil avec la phrase du livre, où il regarde dans la rue et voudrait se retrouver ailleurs. Et ils s'amusent tous bien et sont tous totalement délurés. Vous avez une ambiance vraiment extravagante. Vous avez même un saxophoniste qui joue sur un échafaudage, je crois, au loin. Vous avez l'impression qu'il y a une ambiance survoltée, alors que comme je vous l'ai raconté, il se passe quasiment rien en fait lors de cet après-midi dans le livre. Donc ça fait une grosse différence. Il faut dire aussi que dans le livre, il n'y a aucune scène sexuelle, alors que dans le film, on voit clairement que Gatsby couche avec Daisy à un moment donné. Pour vous dire la différence avec le livre, il est écrit ceci à propos du climat de cet après-midi-là. Il y avait de la douceur dans l'air en ce dimanche d'été presque pastoral, et je n'aurais pas été surpris de voir paraître un grand troupeau de moutons blancs au coin de la rue.
Ce qui tranche complètement avec une après-midi passée avec la maîtresse du mari de votre cousine, quoi. C'est peut-être fait exprès d'ailleurs. Dans la soirée qui est donnée plus tard chez Gatsby, c'est un petit peu la même chose, l'ambiance est plus feutrée, comme j'ai déjà dit, alors que dans le film, c'est un peu fou, mais même totalement fou. Il y a aussi un peu, quasiment un climat d'orgie, ça va pas jusque-là, mais tout le monde saute dans tous les sens et tout ça, alors que dans le livre, on peut lire « L'animation du bar est à son comble et les tournées de cocktails débordent peu à peu sur l'extérieur. L'air du jardin bruise bientôt de bavardages, de rires, de sous-entendus sans conséquence, de présentations oubliées sitôt que faites et de rencontres enthousiastes entre des femmes dont chacune ignorera toujours le nom de l'autre. » Donc vous voyez, l'air du jardin bruise de bavardage, c'est quand même sans commune mesure avec les cris, le bruit, la musique qu'on entend dans le film. Et puis les soirées de Gatsby, elles se terminent sur sa plage privée, autour du piano, dans la piscine. Il y a des cris, mais des cris de dispute entre des couples. Il y a un climat un peu pathétique qu'on voit aussi dans le film, hein. Mais disons que dans le livre, tout est plus calme et tout se termine un peu plus tristement en fait. On sent moins l'ébullition qui précède ce calme-là. Donc si vous avez lu le livre et que vous tombez un peu de votre chaise au début du film en vous disant que vous vous êtes trompé de film et tout ça, bon, n'ayez pas peur. D'après mon impression, mon interprétation, c'est juste que voilà, ils ont retranscrit par cette vitesse, ces couleurs, l'espèce de conte de fées de Gatsby. Et en fait, ils ont retranscrit l'univers factice, artificiel de Gatsby, qui est fait pour impressionner Daisy au début du film. Mais après, ce qui est vraiment plaisant et que j'ai adoré, c'est que le jeu des acteurs et la mise en scène rend bien aussi l'authenticité des sentiments de Gatsby en particulier. Et ça, c'est vraiment bien réussi. Et pendant qu'on parle des sentiments de Gatsby, ça nous mène au déjeuner où ils étaient censés confronter Tom, lui et Daisy, pour déclarer leur amour commun. Eh bien, ici, Daisy, bizarrement, elle n'embrasse pas Tom devant tout le monde et elle se déclare pas devant tout le monde. En tout cas, j'ai vraiment aucun souvenir de ça et ça m'étonnerait beaucoup. Je revois jamais le film. Dans ces cas-là, j'aime bien avoir les idées fraîches et mes vidéos sont suffisamment longues. Mais Tom Buchanan, en fait, il devine à partir d'un geste qu'ils font quand Gatsby rallume la cigarette de Daisy tombée par terre. C'est à travers un geste qu'il devine ce qui les relie. Et il n'entend pas Daisy dire à son mari, dire à son amant qu'elle l'aime. Et d'ailleurs, je fais remarquer que c'est peut-être même plus osé dans le roman de Gatsby de faire dire ça à une femme à cette époque-là dans la maison même de son mari, entre guillemets, plutôt que de mettre des scènes de sexe dans un film de 2013 qui n'existait pas à l'origine. Je pense que c'est plus subversif si on veut parler de subversion. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Je ne suis pas très attaché au fait d'être subversif ou pas. Un autre grand changement dans cette séquence, c'est que dans le livre, vous n'avez pas Gatsby qui s'apprête à balancer un coup de poing à la figure de Tom Buchanan. En fait, il y a vraiment le respect de cette ambiance feutrée, comme je vous le disais, et aussi très affectée, très exagérée, hein, où la moindre plume est une caresse. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Tout est dans l'hyperbole, toujours avec Daisy, tout prend des proportions phénoménales. On pourrait dire hypersensible, mais on pourrait dire hyper affecté plutôt, hein. Il y a un climat de sensiblerie, et là, il suffit dans le livre de voir le visage de Gatsby pour se dire « Oh, cet homme a pu tuer quelqu'un ». Alors que dans le film, Gatsby veut foutre son poing dans la gueule de Tom et se retient à la dernière seconde. Ce qui est déjà amusant en regardant le film, parce qu'on se dit, bon, il a juste failli lui foutre un poing dans la gueule, mais évidemment, ça ne se fait pas. Et dans ce milieu-là, manquer de retenue, c'est perdre, bon, à la fois son honneur et sa position, en fait, directement, puisque c'est déchoir, en fait, socialement, c'est montrer qu'on vient des bas-fonds, etc. Et c'est ce que montre Gatsby. Et dans le film, j'ai trouvé cette scène vraiment bien réussie. Il y a une grosse intensité dans le jeu. D'ailleurs, ils ont bien retranscrit le climat de cet après-midi-là. Et c'était un bon ajout, en fait, à apporter à l'histoire, à mon avis, que de lui faire prendre l'autre par le col et manquer de lui balancer un coup de poing à la figure. Dans le livre, c'est écrit comme ça. Walter aurait pu vous faire coffrer aussi pour infraction à la législation sur les jeux, mais Wolfsheim lui a fichu une telle peur qu'il est resté muet. Le petit commerce des drugstores, c'était de l'argent de poche, continua Tom, lentement. Mais vous préparez maintenant quelque chose dont Walter n'ose pas me parler. J'ai lancé un coup d'œil à Daisy qui regardait, terrifiée, à un point entre Gatsby et son mari. Puis je me suis tourné vers Gatsby, et l'expression que je lui vis me stupéfia. Il avait l'air, je dis ceci avec tout le mépris possible des rumeurs qui couraient sur son compte dans son jardin, d'avoir tué un homme. Pendant un instant, seule cette formule invraisemblable pouvait décrire avec justesse les traits de son visage.
troisième séquence qui a été modifiée dans le film, scénaristiquement, ce sont les funérailles de Gatsby, où là, il y a vraiment personne qui vient, quoi. Ni le père de Gatsby, ni l'homme aux yeux de hibou, que je pense être l'opticien de la pub, n'est-ce pas? Et puis on a l'impression que Gatsby reste en bas de cet escalier pendant des jours, c'est assez bizarre. D'ailleurs, j'aime pas énormément cette modification, puisque je trouve qu'elle enlève quelque chose à l'aspect justement un peu social du livre. J'aimais bien lire la fierté du père dans l'histoire originelle. Mais bon, comme je vous le disais précédemment, la plus grande différence entre le livre et le film, c'est le personnage de Nick Carraway, et j'ai envie de vous dire même dans l'incarnation. Puisque quand je vois Leonardo DiCaprio, je vois Gatsby, à ceci près qu'il est blond dans le film, évidemment Leonardo DiCaprio, et qu'il est brun dans le livre, même chose pour Daisy, mais sinon on voit que l'acteur a parfaitement compris le personnage de Gatsby, et même dans sa gestuelle, il retranscrit parfaitement ce qu'on peut lire dans le livre, au niveau des tics nerveux avec la jambe, etc. Enfin, vraiment c'est parfait. Et j'ai aucun mal à dire en fait de l'interprétation de Tobey Maguire, puisque en fait ils se répondent bien l'un à l'autre au niveau du jeu. Tous les acteurs du film jouent très bien, mais son personnage a été écrit de telle façon que même s'il correspond à ce qu'ont écrit les scénaristes du film, physiquement et psychologiquement c'est pas du tout le personnage du livre. Petit point que j'avais envie de dire aussi, c'est que Joel Edgerton a parfaitement compris aussi son personnage, et pour moi c'est le deuxième meilleur acteur du film. Il incarne très bien l'épaisseur en fait et la fausse décence comme ça dont arrête pas d'essayer de faire preuve Tom Buchanan dans le livre, donc je trouve ça très réussi. Mais pour ce qui concerne Nick Carraway, déjà, bon, d'un point de vue physique, dans le livre, il est censé avoir les traits rugueux de son oncle. Moi, je trouve que Tobey Maguire a les traits plutôt arrondis. J'aurais bien imaginé, par exemple, un Ewan McGregor ou un Keanu Reeves, éventuellement, dans ce rôle-là. Je trouve que ça correspond plus à l'image qu'on voit en lisant le livre. Même s'il faudrait voir si en termes de génération ça colle, puisqu'ils ont peut-être pas le bon âge pour jouer ce personnage-là, je sais pas. Mais ce qui m'a le plus dérangé, dans la mesure où je pourrais avoir eu envie de retrouver le livre dans le film, hein, parce qu'on veut pas forcément voir. Moi je suis content quand il y a des changements en général, quand il y a une nouvelle version. On n'a pas envie de voir un décalque parfait des choses, mais ce qui m'a surpris, ce qui a différé par rapport au livre, c'est que le personnage déjà de Nick Carraway paraissait beaucoup plus fragile psychologiquement. Bon, il est dans un institut, hein, il se fait soigner, et il ne réagit quasiment pas aux événements, hein, il est assez passif. Et d'autre part, hein, sur un point de vue amoureux sexuel, il paraît, je dirais, asexué relativement. Globalement, c'est ce personnage un peu naïf, quasiment niais, parfois, en étant méchant, qui va presque ramasser la vaisselle cassée après une dispute, quoi, vous voyez. Il est très rond, très gentil, très distant, et il est moins proactif que dans le livre. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait surtout pas croire que ce personnage-là est à l'image de ce qu'il est dans le livre. Il faudrait pas croire qu'on connaît Nick Carraway après avoir vu le film, le Nick Carraway du livre, puisque dans le film, il a presque l'air comme ce petit frère de Gatsby qui serait totalement abandonné quand celui-ci meurt, et qui tient la chandelle de son grand frère en espérant qu'enfin il va vivre son grand rêve. Hein. Alors qu'en fait, dans le livre, c'est plutôt ce personnage incrédule qui, certes, est initié, comme pour l'être un petit frère, par Gatsby dans l'univers de ce luxe-là, on va dire, de ce haut niveau-là, à la fois de corruption et de richesse, mais qui par ailleurs est totalement incrédule par rapport à tout ça, qui a une ossature morale, qui s'en laisse pas totalement compter, et qui est touché, comme le serait un grand frère en regardant Gatsby, de voir les espoirs que celui-ci a su conserver en fait, au fil de sa vie. Donc vous voyez bien que psychologiquement, ça ne donne pas du tout le même personnage. Et la première différence concrète qu'on peut voir de ça en lisant le livre, c'est que dans le livre, il a une relation, comme je l'ai expliqué, avec Jordan Baker, la golfeuse. C'est vraiment une relation qui est en parallèle et presque en opposition avec celle que Gatsby a avec Daisy, puisque c'est une relation très concrète. C'est presque une relation d'opportunité. C'est une opportunité qui s'est présentée à lui. Ça fait très, très cynique présenté comme ça, mais c'est pas très loin d'être ça. Aussi, on pourrait presque douter de sa sexualité à un moment donné. Et c'est aussi le cas dans le film, mais dans le film, je comprends qu'on en doute. Il y a deux aspects qui font un peu douter de sa réelle attirance. C'est qu'à un moment, en parlant de Jordan, il écrit... J'envoyais une lettre par semaine que je signais affectueusement Nick sans pouvoir penser à autre chose qu'à la fine moustache de sueur qui se formait sur la lèvre supérieure de la jeune fille en question lorsqu'elle jouait au tennis. Bon, je sais pas vous, mais en général, chez une femme, pour un homme hétérosexuel, c'est rarement la moustache à laquelle on pense en premier en termes de désir et d'attirance. Donc ça m'a un peu étonné.
De la même façon, à un moment donné, vous avez ce photographe chez la maîtresse de Tom qui l'invite de façon clairement séductrice et il montre pas une réaction farouche, hein. Il dit oui, pourquoi pas, avec plaisir. Donc ces éléments pourraient faire douter aussi dans le livre de son orientation sexuelle. Il pourrait très bien être bisexuel par exemple. Et il montre pas une attirance franche pour Jordan. Mais en même temps, c'est une relation qui pourrait lui convenir, hein. Une personne à laquelle il s'attache réellement au fur et à mesure, et à la fin, il est même pas très loin d'être amoureux d'elle. Il a quand même un fond d'attirance pour elle, même si on comprend que c'est pas trop son type de femme. Elle est un petit peu trop froide et trop sèche pour lui, et elle est pas tout à fait de son milieu. Et donc, c'est assez marrant de voir ce qu'il écrit à son sujet pour la comparer à Daisy. Il écrit « Je n'avais pas de fille dont le visage désincarné flotta le long de corniches noires et d'enseignes aveuglantes. Voilà pourquoi j'ai serré plus fort dans l'eau de mes bras celle qui était à mes côtés. Comme un sourire blême et méprisant passait sur sa bouche, je l'ai attiré tout contre moi, cette fois jusqu'à mes lèvres. » À un autre endroit, il dit aussi que contrairement à Daisy, elle était trop avisée pour transporter des rêves bien oubliés d'une époque à la suivante. Et il écrit qu'au moment où nous avons franchi le pont ténébreux, son visage blême est tombé paresseusement sur mon épaule et le formidable carillon de la trentaine s'est évanoui sous la pression rassurante de sa main. Et ça va peut-être vous paraître amusant, mais la scène que j'ai quasiment préférée, moi, avec Jordan Baker, c'est la scène où elle le quitte, puisque ça en dit autant sur l'attirance concrète et, on va dire, pudique qu'il éprouvait pour elle. C'est pour ça que je vous dis, je pense que ce qui est attesté par le livre, c'est qu'il est hétérosexuel. Après, moi, je m'en fous, mais je vous explique, je vous fais l'exégèse un peu du livre, là, mon interprétation. Et c'est une chouette scène, puisqu'on comprend à la fois son affection, mais aussi ce côté colonne vertébrale morale qu'il a réellement comparé au personnage du film. Donc, je vais vous lire un autre extrait. Elle lui dit au téléphone: tu as dit qu'une mauvaise conductrice ne risquait rien tant qu'elle ne rencontrait pas un autre mauvais conducteur. Eh bien, je l'ai rencontré, cet autre mauvais conducteur, tu ne crois pas ? Je veux dire que si j'avais été plus attentive, je n'aurais pas fait une aussi grossière erreur de jugement. Je pensais que tu étais quelqu'un d'assez honnête et droit. Je pensais que c'était là ta fierté secrète. J'ai 30 ans, dis-je. C'est 5 ans de trop pour me mentir à moi-même et appeler cela de l'honneur. Elle n'a pas répondu. Furieux, à demi amoureux d'elle, avec un terrible regret au cœur, je l'ai laissé là. J'ai bien aimé cette scène du coup aussi pour ça montre bien son côté assertif qui est totalement absent du film. Et d'ailleurs dans le film il y a un seul moment où il a une réaction assez aiguë à un événement, Nick Carraway. C'est quand il est dans le jardin devant la maison des Buchanan et que Gatsby vient soi-disant de renverser l'amante alors qu'en fait c'était Daisy. Hein. Et puis il lui hurle la moitié dessus, mais tu te rends compte, tu viens de tuer quelqu'un et tout ça. Ce qui est finalement une réaction très émotionnelle et qui justement est en contraste avec ce personnage qui juge assez peu les autres d'une part dans le livre, mais surtout qui se moque bien de ce qu'on peut penser de lui. Et ça apparaît à plusieurs moments à travers des réflexions qu'il fait sur des personnages. Déjà dans le livre, à propos de Gatsby, quand il croit encore qu'il a renversé cette amante en étant totalement irresponsable au volant, il écrit « Il m'était à ce moment devenu si antipathique que je n'ai pas jugé nécessaire de lui dire qu'il se trompait. » À un autre moment aussi, quand Gatsby s'invente un passé, toute une éducation entre guillemets à Oxford et tout ça, là il commente les formules qu'il invente toutes faites pour lui raconter toutes ces fausses histoires. « J'eus grand-peine à étouffer un éclat de rire incrédule. Les formules étaient si usées qu'elles n'évoquaient en moi aucune image, sinon celle d'un pantin enturbané perdant sa sciure par tous les pores alors qu'il chassait un tigre dans le bois de Boulogne. » Et là vous avez encore un exemple du coup des métaphores échevelées de Scott Fitzgerald. Mais ce qui est fort, c'est que même à propos de Tom, et devant Tom Buchanan, Nick Carraway se retient pas forcément non plus de réagir, notamment dans la fameuse scène de confrontation avec les amants, où Tom dit « Je sais que je ne suis pas aimé des uns et des autres. Je ne donne pas de soirée monstre. Je suppose que pour se faire des amis, dans le monde moderne, il faut transformer sa maison en porcherie. » Si exaspéré que je fusse, nous l'étions tous, j'avais du mal à m'empêcher de rire chaque fois qu'il ouvrait la bouche. La métamorphose du libertin en sermonneur était complète. Voilà, on peut pas dire qu'il soit tellement dans les accords Toltec, notre ami Nick Carraway. C'est pas vraiment le même personnage que dans le film, et donc je tenais vraiment à en parler. C'est pour moi une grande différence, et c'est ce qui fait le plus que je préfère, à titre personnel, le livre au film.
Parce que j'ai l'impression quasiment qu'il y a plus de personnages, puisque vraiment là, Nick Carraway existe. Voilà, cette vidéo est quasiment terminée, mais je veux lever en fait un dernier mystère, puisque j'ai lu pas mal de choses sur internet, dans les interprétations et tout, à propos de cette publicité dont je vous parlais, ce panneau publicitaire dans la vallée de Cendres. Il y a une hypothèse comme ça, une espèce de rumeur qui s'est formée selon laquelle ce serait le regard de Dieu, ou une métaphore de Scott Fitzgerald pour incarner Dieu et tout ça. Et je tenais quand même à donner mon impression là-dessus. Parce que pour moi, ce panneau publicitaire raconte pas grand-chose. Il raconte d'une part la fascination qu'on peut avoir pour des vieilles pubs, vous savez, qui traînent, qui paraissent totalement anachroniques, intemporelles ou surréalistes au milieu d'un décor poussiéreux. Je suppose que vous voyez de quoi je parle, un peu comme quand on fait de l'urbex. D'une part, il y a cet aspect esthétique. D'autre part, il y a le pouvoir des métaphores de Scott Fitzgerald qui fait semblant de personnaliser, de faire une personne avec cette publicité qui est juste un exercice de style. Et le troisième élément qui concerne ce panneau publicitaire, c'est tout simplement le fait que le seul personnage du livre qui lui donne une sorte de caractère divin réel, c'est un personnage qui est malade et endeuillé, et qui n'est autre que le garagiste quand sa femme vient d'être renversée par Daisy. Et donc j'avais envie de vous lire dans le texte, comme c'est le nom de cette rubrique, ce qu'il en est réellement. Donc à propos de la description de cette pub dans la vallée des Cendres, Scott Fitzgerald écrit ceci. Au-dessus de la terre grise et de la poussière morne qui s'en échappe sporadiquement pour flotter sans fin dans l'atmosphère, on découvre, au bout d'un moment, les yeux du docteur T.J. Eichelbourg. Les yeux du docteur T.J. Eichelbourg sont bleus et gigantesques. Leur rétine mesure 1 mètre de haut. Ce sont des yeux sans visage qui vous regardent derrière une paire d'énormes lunettes jaunes posées sur un nez inexistant. De toute évidence, un oculiste facétieux les a installés là pour grossir sa clientèle du quartier de Queens avant de disparaître, frappé par une cécité éternelle, ou de déménager en les oubliant derrière lui. Mais ses yeux, un peu ternis par de nombreuses journées passées au soleil et sous la pluie sans jamais être repeints, continuent à méditer au-dessus de l'impressionnante décharge publique. Donc vous voyez bien qu'il y a un mélange d'humour à propos de cet oculiste qui aurait laissé ses lunettes là après avoir perdu la vue, et de poésie à propos du regard même, qui est quand même assez évident dans cet extrait. Après, vous avez d'autres extraits où il s'amuse un peu de ce regard et où il fait semblant que c'est une tierce personne pour les personnages. Vous avez un extrait où il fait dire à Tom « Cet endroit est horrible » en échangeant un regard sévère avec le docteur Eichelbourg. Et vous avez un autre extrait où il écrit « Au-dessus des collines de cendres, les yeux géants du docteur T.J. Eichelbourg continuaient à assurer leur veille, mais je me rendis compte, au bout d'un moment, que d'autres yeux nous observaient avec une intensité particulière, à 10 mètres de là. » Donc vous voyez, c'est juste un effet de mise en scène en fait. Et pour ce qui est de la scène où on donne vraiment un caractère divin au personnage, je vais vous la lire, c'est le fameux garagiste, je viens de vous en parler. « Je lui ai parlé, murmura-t-il après un long silence, et là il parle de sa femme. Je lui ai dit qu'elle pouvait me tromper, moi, mais qu'elle ne pouvait pas tromper Dieu. Je l'ai amené devant la fenêtre, et je lui ai dit, Dieu sait ce que tu as fait, tout ce que tu as fait. Tu peux me tromper, moi, mais tu ne pourras pas tromper Dieu. » Debout derrière lui, Michaelis vit avec stupeur qu'il fixait les yeux du docteur T.J. Eichelbourg qui venait d'émerger, pâle et gigantesque, de la nuit évanescente. « Dieu voit tout, répéta Wilson. « C'est une réclame, l'assura Michaelis. » Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de quoi s'emballer à propos de cette pub, et ça, ce sont les extraits du livre qui en parlent littéralement, concrètement, et ce sont les seuls extraits qui en parlent. Et sinon, comme je vous l'ai déjà dit, à la fin, vous avez ce petit monsieur qui réapparaît, qui n'est pas dans le film du tout d'ailleurs, puisque je l'ai même regretté lors de la soirée où est invité officiellement Nick Carraway. La première soirée chez Gatsby, à un moment donné, lui et Jordan Baker se rendent dans une bibliothèque et ils voient un personnage complètement bourré, qui a l'air d'être là depuis des jours, et qui dit « Vous vous rendez compte, regardez, ce sont des vrais livres ». Il est tout émerveillé par ça. Je crois même qu'après, c'est lui qui fait un accident avec sa voiture. Et finalement, à la fin du livre, il dit « c'est quand même malheureux qu'on soit qu'entre nous ». Et puis, il arrive un peu après les autres, comme ça, presque comme un fantôme. Et ça, pour moi, c'est une farce. C'est vraiment une farce de Scott Fitzgerald, quoi. Enfin, je pourrais imaginer l'avoir écrite, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est une farce d'écrivain, mais après, je peux me tromper. Mais je vois pas trop la signification profonde qu'il y aura à chercher.
étant donné les minces indices et le rôle qui est donné à la pub pendant le livre. Donc voilà pour cette double analyse, n'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous a plu et si je dois recommencer ce genre de format. De toute façon, je vais vous dire, c'est prévu, hein. Il y a plusieurs livres dont j'aimerais parler, dont éventuellement La planète des singes et d'autres, hein. Vous pouvez facilement déduire de quelles œuvres je pourrais parler. Mais n'hésitez pas à commenter et liker, ça pourrait m'encourager à recommencer parce que c'est vraiment beaucoup de boulot. Ce sont des longues vidéos et peut-être trop longues à regarder, je ne sais pas, dites-moi. Et à bientôt si vous en avez envie.